quand même. Bonjour, bonjour quand même. Parce que ça va être quand même une journée où on va s'y ressentir au niveau température, tous les effets. La pluie ce matin jusqu'au point de congélation. Avec la patinoire que ça va donner à un certain moment, inévitablement. Oui. Alors, ceux qui vont donner des patins en cadeau de Noël sont déjà... On va tout de suite en information rejoindre Dominique Carpin parce qu'il y a eu fusillade dans un établissement hôtelier hier. On pourrait presque parler d'une exécution publique puisque le restaurant était bondé au moment de l'attentat. La victime est Laurence Bellas, 38 ans. C'est un proche des Hells Angels, mais un attentat qui a fait 2 innocentes victimes, là, 2 hommes qui n'avaient absolument rien à voir dans cette histoire, qui ont été blessés, dont un très grièvement. On vous en parle dans quelques minutes. Vous arrivez dans un restaurant fréquenté par toutes sortes de personnes d'un coin résidentiel de Montréal. Oui, la victime est Laurence Bellas. C'est un homme de 38 ans, un sympathisant des Hells Angels, mais aussi un proche de Maurice Montboucher. D'ailleurs, il a été co-accusé avec Maurice Montboucher il y a 3 ans dans une affaire de voie de fait. Alors, je vous rappelle qu'il a été exécuté hier par un cagoulard dans un restaurant bondé. Il a fait irruption vers 14 h et il a ouvert le feu sur Bellas qui se trouvait près de l'entrée. Il a carrément vidé son arme, mais il y a des balles perdues qui ont atteint 2 hommes dans la quarantaine qui étaient attablés tout près et qui n'ont absolument rien à voir dans cette histoire. Les 2 hommes ont été blessés. Le premier a été touché au bras. Le deuxième a été vraiment blessé très grièvement. D'ailleurs, on a craint pour sa vie une bonne partie de la journée hier, mais il serait hors de danger au moment où on se parle. Et à ma connaissance, c'est la première fois depuis la mort du petit Daniel Desrochers à l'été 95 que la guerre des motards fait d'innocentes victimes. Par ailleurs, sur la rue Sainte-Catherine, au cours de la nuit, Dominique, il y a des hommes qui se promenaient, qui menaçaient les automobilistes avec un revolver. Oui, il n'y a pas seulement du taxage dans les cours d'école, mais également en pleine rue à Montréal. C'est un adolescent et un jeune homme dans la vingtaine qui ont été taxés sous la menace d'une arme cette nuit. Les suspects étaient 4. Ils marchaient sur la rue Sainte-Catherine. Ils ont d'abord intercepté leur première victime. Ils l'ont volée en lui braquant un fusil sur la tempe. Ils ont continué leur chemin comme si de rien n'était. Ils ont attaqué une deuxième victime, encore une fois en lui pointant une arme vers le visage. On lui a volé sa chaîne. Les 2 personnes qui, évidemment, se sont plaintes à la police, mais on recherche toujours les suspects. Fort inquiétants. Pleine rue Sainte-Catherine à 1 h cette nuit. Absolument. Merci, Dominique. Au revoir. Au revoir. Merci bien, Dominique. À Québec, la saison de ski est quand même jeune et il y a déjà un accident qui est rapporté sur les pentes d'un centre de ski. Au relais du lac Beauport, c'est un jeune Eve-Marie Lortie qui s'est tué en frappant un arbre. Oui, un peu après 20 h hier, il y a un jeune skieur de 19 ans qui est décédé au centre de ski Le Relais. Le skieur qui a percuté un arbre au tout début d'une piste qui était classée difficile. Il semble que le jeune a perdu le contrôle. Il aurait dérapé, ce qui l'a amené hors piste, mais il n'y a pas de témoin pour confirmer ce qui s'est vraiment passé. Les patrouilleurs du centre de ski ont été les premiers sur les lieux. Ils ont tout fait pour le réanimer. Les ambulanciers sont arrivés peu de temps après, mais le décès du jeune homme a été constaté à son arrivée à l'hôpital. Au moment de l'accident, il neigeait encore. Il n'y avait pas encore de pluie verglaçante, ce qui m'amène à vous parler des conditions routières ce matin dans la région de Québec. Il pleut, donc c'est extrêmement glissant par endroits. Il y a un accident qui s'est produit cette nuit sur l'autoroute Laurentienne-Sud. Un camion remorque qui a dérapé et qui a terminé sa course dans le fossé. Heureusement, il n'y a pas de blessés dans cet accident. Ce qui se passe ce matin sur la Rive-Nord, le gros problème, c'est la brume, entre autres dans la réserve faunique des Laurentides, entre l'Étape et Chicoutimi. On dit que la visibilité est nulle, que la brume est à couper au couteau. Il y a sur la 40, entre autres aussi, entre Saint-Nicolas et Villeroy, où c'est glacé en raison de la pluie. Merci, Marie. Merci, à plus tard, Marie. À Montréal, maintenant, les pompiers, les relations avec la ville sont toujours très tendues. Toujours aussi difficile. On sait déjà, donc, il y a actes de vandalisme et d'intimidation qui se sont poursuivis tout au cours de la fin de semaine. Ça a été confirmé par le directeur du service de prévention des incendies, Alain Michaud, qui parle carrément de comportement dégradant des pompiers. Dans la nuit de dimanche à lundi, 14 systèmes de répartition des appels ainsi que 35 ordinateurs de véhicules ont été endommagés. Une série d'actes de vandalisme qui ont débuté le 12 décembre, qui ont coûté jusqu'à maintenant 200 000 $, de l'argent finalement que les contribuables payent pour ces actes de vandalisme-là. Le président du syndicat des pompiers de Montréal, Gaston Fauvel, a finalement donné signe de vie hier, après donc plusieurs jours d'indiscipline, et Fauvel appelle ses membres au calme. Nous avons également, comme syndicat, envoyé un communiqué dans l'ensemble des casernes demandant aux gens de respecter intégralement l'injonction de la Cour supérieure. Et nous continuons à travailler dans ce sens-là. Encore cet après-midi, j'ai des représentants qui sont sur la route. Je vais en avoir d'autres ce soir. Et nous continuons à multiplier les appels au calme. Tout ça, encore une fois, à cause de la convention signée en avril dernier, mais il y a des points qui n'étaient pas réglés. Par exemple, 30 postes à combler, le ratio par rapport aux véhicules
les particuliers, aussi la caisse des cas particuliers pour la caisse de retraite. Bref, tout ça fait en sorte qu'on est encore aux prises avec un conflit de travail au service de prévention des incendies de Montréal. Le prestigieux magazine américain Time s'intéresse à Lucien Bouchard. Oui, bien, hier, on parlait de Bill Clinton et de Kenneth Starr qui étaient les personnalités de l'année du magazine Time. Et bien, le magazine américain qui considère que le premier ministre Lucien Bouchard est l'une des personnalités à avoir façonné l'actualité politique en 98 au Canada. Bouchard qui représente la plus grande inconnue de la scène politique canadienne selon le magazine Time. Le magazine qui le souligne dans son édition vendue au Canada, mais pas dans l'édition américaine. Il décrit Lucien Bouchard de travailleur astucieux, immensément populaire, qui a façonné non seulement la façon dont les Québécois se perçoivent, mais aussi la façon dont plusieurs Canadiens perçoivent leur pays. C'est dans sa section internationale, vous dites, voilà. Hein? C'est ça? Bon. Maintenant, à l'étranger, en Israël, il y aura des élections anticipées. Confirmées, anticipées, qui pourraient avoir lieu vers le 27 avril. Les Israéliens qui vont désigner à la fois leurs 120 députés et leur premier ministre, des élections qui devraient normalement avoir lieu en novembre de l'an 2000, donc des élections anticipées. On vous dit rapidement que le premier ministre Benjamin Netanyahou serait battu, si on se fie au premier sondage, par soit le chef d'état-major, Amnon Lipkin-Shahak, l'ancien chef d'état-major, qui veut fonder son parti. Même le Parti travailliste, ses principaux opposants, réussiraient à le battre. Mais ça, c'est les premiers sondages, ça vient à peine d'être déclenché. Eh bien, merci. Il est 6h15, Richard. En ce moment même, en Espagne, tous les Espagnols sont agglutinés devant leur télé parce que c'est le tirage d'une loterie qui s'appelle Le Gros, El Gordo. Le gros lot, il est 4 millions de dollars. Pour nous, l'équivalent de 4 millions de dollars canadiens, c'est pas extraordinaire, ça. Mais le total des prix est de 2 milliards de dollars. Alors, comme il y a bien des gagnants, c'est une loterie qui retient l'attention depuis 1818 en Espagne. Pour d'autres chiffres, mais ceux-là qui sont relatifs à la météo, on retrouve tout de suite Nathalie Pelletier. Et des chiffres qui sont étonnants aujourd'hui. C'est incroyable quand même. On a présentement du temps, c'est doux. Au centre-ville de Montréal, c'est 1 degré, c'est 0 à Québec. Mais la nuit prochaine, dans le sud-ouest, même le centre de la province, le mercure va descendre jusqu'à moins 20. Et déjà dans l'après-midi, d'ailleurs, ça va se sentir tout ça. Le mercure va descendre très rapidement et ça va être assez impressionnant. Il n'y a pas que ça, on va voir toutes les situations possibles. On aura de la neige, on aura de la pluie, on aura du vent, on aura du soleil, on aura ces températures qui vont changer grandement. Vraiment, là, on va y goûter. Pluie verglaçante également. Donc, on regarde ça en détail tout de suite pour le centre et le sud-ouest. Donc, ce qu'on a, c'est de la neige presque partout ce matin. C'est sous forme de pluie pour Québec, la Beauce, également en Estrie et Montréal. C'est sous forme de pluie ce matin. Ça se transforme tranquillement là, sous forme de neige pendant la journée. Les autres régions, les Laurentides, la Mauricie, là, c'est surtout sous forme de neige déjà ce matin. Mais on aura quand même des éclaircies sur la plupart des régions en après-midi et le retour de la neige en soirée. Vraiment, là, ce sera sous forme de neige. C'est indéniable en soirée parce que les températures vont atteindre le moins 10, moins 15, moins 7. Bon, moins 7, c'est pour Montréal, moins 15, la Mauricie. Donc, ça va descendre très rapidement vers le milieu de l'après-midi, fin de matinée. Déjà, ça sera un petit peu plus frisquet ce matin. Et ce sera des différences assez imposantes. De 15 degrés, c'est assez important. Maintenant, du côté de l'Est du Québec, pour le Saguenay, on atteindra un moins 20 degrés. Et là, vous voyez des températures assez étonnantes, le moins 20 comme maximum du côté du Saguenay. Ce ne sont pas vraiment des maximums, c'est que ce matin, il fait relativement doux du côté de la Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Ce sont ces températures-là que vous voyez, moins 3, moins 1, 0. Mais ça va refroidir pendant la journée. Pour l'Est du Québec, j'ai pas vraiment les températures qu'on va atteindre pendant la journée, les températures les plus froides. Alors que pour le Saguenay, ce que je vous donne, ce moins 20, c'est la température la plus froide qu'on va avoir pendant la journée. Donc, c'est un peu trompeur ce matin. On aura donc de la neige et un dégagement qui va s'effectuer sur le Saguenay, la Côte-Nord. La même chose également du côté de la Basse-Côte-Nord. La Gaspésie, c'est la neige, de la pluie et neige fondante. Et la même chose également du côté du Bas-Saint-Laurent. Alors que dans le nord-ouest, la baie James, température très froide, moins 20, moins 18. Et c'est un ciel variable avec quelques flocons pour la baie James. C'est de la neige du côté de l'Abitibi et également du Grand Nord. Ce qu'on a vraiment à long terme maintenant, c'est un ciel variable. Il sent beaucoup plus froid pour les prochains. De la colonne du bas? Ah oui, mais c'est ça. On dit que le Canadien n'a pas gagné à ses 10 derniers matchs. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1939-40. Et en 1939-40, le Canadien avait été exclu des séries éliminatoires. Est-ce qu'il y arrivera la même chose cette année? Ça va être difficile d'y aller aux séries éliminatoires. Là. À ce rythme-là, ça sera assez difficile, merci. Ça, c'est toujours des bons matchs, mais ça finit... Oui. Puis hier, c'était un bon match de hockey. Et ça s'est terminé 2-2 dans ce match de hockey. Et d'ailleurs, on essayait dans les estrades de donner un peu de rythme à ce match-là. Et ça a quand même fonctionné. Le Canadien qui a bien débuté, puisqu'après une période sans but, Benoît Brunet a marqué son 10e. Il y aura également... Brunet, d'ailleurs, qui a une saison extraordinaire, une chance qu'il est là. Il y aura également Patrick Poulin
qui lui va marquer. C'est son 4e tir dévié. Regardez-le ici, c'est quand même habilement fait derrière Ed Belfour. Mais à partir de ce moment-là, la grosse machine des Stars a travaillé. Jeff Hackett a cédé devant Zubov qui marque son 4e. Et il y a également Daryl Sedor qui va marquer son 9e pour les Stars de Dallas. Ça se termine 2-2 malgré que Shane Carson aurait pu donner, regardez ça en fin de rencontre, il aurait pu donner ici la victoire aux Canadiens en toute fin de période de surtemps. Mais Ed Belfour a fermé la porte. Donc le Canadien qui fait match nul hier 2-2. Et le prochain match du Tricolore, c'est mercredi et il sera lieu du côté d'Ottawa. C'est une série de 6 matchs à l'étranger qui se continue maintenant, qui commence donc pour le Canadien. Ouais. À Ottawa. Il y avait d'autres matchs hier soir au hockey. Oui, tout d'abord, le sympathique Pat Burns et ses Bruins de Boston reçoivent le Lightning de Tampa Bay. Vincent Le Cavalier va connaître un bon match pour le Lightning, mais le Lightning, il va perdre hier. Une défaite de 3-2. Le Cavalier, un but, vous le voyez ici, c'est son 5e de l'année et en plus, il récolte une passe. Donc, un but, une passe hier pour Vincent Le Cavalier dans cette défaite de 3-2. Non seulement le Cavalier a compté, mais en plus, c'était Pat Burns contre Jacques Demers. Absolument. Deux anciens Canadiens. Ce bonhomme tellement extraordinaire, Dominique Hachek protégeait la cage des Sabres de Buffalo face à la Caroline. Miroslav Shatton a marqué 2 buts, 8e et 9e. Buffalo qui gagne facilement par 4-1 hier contre la Caroline. Autre match présenté hier, Pittsburgh a mangé toute une raclée contre Toronto, 7-1. Et il y a Colorado qui a défait Anaheim par 4-2. Miami fera l'usine de Novabus à Roswell au Nouveau-Mexique, à compter donc du printemps prochain, printemps 99. Vous êtes vraiment dans l'esprit des fêtes. Une 3e bonne nouvelle consécutive. Bien, il s'agira en tout cas de la meilleure. Là, on parlait encore aussi de transport, mais là, du transport maritime. Le port de Montréal qui aurait connu sa meilleure année depuis le début des années 90. Et ça, malgré les ennuis causés cet automne par le faible niveau d'eau du Saint-Laurent. Le trafic de marchandises au port qui devrait franchir la barre des 21 millions de tonnes au 31 décembre. Une très légère augmentation, mais quand même une augmentation par rapport à 97. Il y a certains ports qui ont fait un peu mieux, par exemple le port de New York, sauf qu'en raison du baisse de volume au port de Halifax, le port de Montréal conserve le premier rang dans le segment des conteneurs, les containers, comme on dit souvent, sur l'Atlantique Nord, avec une part de marché de 38 %. Et puis, il faut revenir sur cette fusillade en plein restaurant près du métro Papineau hier. Oui, le 41e meurtre de l'année sur le territoire de la CUM est un meurtre lié au motard de Dominique Carpin. Oui, c'est une expérience traumatisante qu'ont vécu les clients de ce restaurant hier vers 14 h lorsqu'un homme cagoulé a fait éruption. Il a vidé son chargeur sur un homme qui était tout près de l'entrée. Il s'agit de Laurence Bellas, 38 ans, la victime, un sympathisant des Hells Angels, un proche de Maurice Mom Boucher, nous dit-on. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que cet attentat a également fait 2 innocentes victimes, 2 hommes âgés dans la quarantaine qui étaient établis tout près et qui ont reçu des balles perdues. Il y en a un qui a été touché au bras, l'autre qui a été blessé très grièvement. Il est hors de danger au moment où on se parle, cependant. Alors, les policiers sont évidemment à la recherche d'un suspect dans cette histoire. Je rappelle que la victime, donc Laurence Bella, est la 103e victime de la guerre des motards, donc depuis 1994. D'autre part, Dominique, il y a un incendie criminel qui est survenu dans un centre commercial à Saint-Léonard. Oui, un mini-centre d'achat, donc 5 commerces. C'est au 4580 de la rue des Grandes Prairies à Saint-Léonard. Un incendie qui a éclaté dans un commerce vacant à 22h48 très précisément. Et on a constaté, là, lorsque les pompiers sont arrivés, qu'il y avait des bidons d'essence à l'intérieur. Donc, il pourrait s'agir d'un incendie criminel. Merci, Dominique. Au revoir. Au revoir. Maintenant, au niveau international, ce n'est pas cette fois-ci, semble-t-il, qu'on va faire le tour du monde en montgolfière. On n'en est pas encore là, mais ça regarde mal, ça augure mal pour ce qui est du passage de l'équipage de Branson au-dessus de la Chine. Les autorités chinoises qui ont ordonné à l'équipage donc du ballon du milliardaire britannique de se poser le plus vite possible. La montgolfière qui vogue à 10 000 mètres. Alors, compte tenu des vents et de l'altitude, un changement de direction est pratiquement impossible et un atterrissage d'urgence extrêmement dangereux. Heureusement, la Chine n'a pas l'intention d'abattre le ballon. On a posé la question aux autorités chinoises et on a dit non, on n'en est pas là quand même, mais les Chinois ont dit que l'aérostat de Branson a violé l'accord que la Chine et la Grande-Bretagne avaient conclu en pénétrant ici dans l'espace aérien chinois sans permission. Et ce qui doit chatouiller un peu les Chinois, c'est que c'est l'un des plus riches Britanniques, M. Branson. Ça doit être agaçant un peu. Un petit peu pour les Chinois. En Irak, l'ONU serait de retour? Oui, en fait, le personnel humanitaire de l'ONU qui fait son retour en Irak, environ 120 membres du personnel humanitaire de l'ONU qui avaient été évacués au plus fort des bombardements américano-britanniques. Bon, ben,
ils étaient à Amman en Jordanie, ils ont quitté Amman pour Bagdad. Du coup, on a aussi repris l'acheminement de l'aide humanitaire, une centaine de camions qui étaient en route pour la capitale irakienne. Cela dit, je dois vous dire, Benoît, que Bagdad a affirmé, mais très catégoriquement, que si on accepte le personnel humanitaire de l'ONU, c'est hors de question, en contrepartie, qu'on accepte les inspecteurs en désarmement de l'ONU. Ces inspecteurs-là, notamment le chef des inspecteurs, Richard Butler, qui, à cause de son rapport, avait provoqué ces frappes aériennes-là. Vous vous souvenez, ce rapport des inspecteurs, du chef des inspecteurs de l'ONU avait dit que les autorités irakiennes ne permettaient pas de visiter les sites où auraient été entreposées des armes de destruction massive. Oui, c'est ce qui avait provoqué d'ailleurs. Donc le déclenchement des raids aériens. Richard, pendant que vous êtes si concentré sur l'information, autant au Québec qu'un peu partout dans le monde, dans bien des églises, on se prépare à célébrer évidemment la messe de minuit. Bien sûr. Alors, il y a des chorales un peu partout, dans toutes les paroisses qui se préparent, et c'est le cas notamment à la paroisse Sainte-Praxède de Bromptonville dans les cantons de l'Est. Et pourquoi c'est particulier, là? C'est qu'il y a certaines personnes qui font partie de la même chorale depuis une trentaine d'années. Notamment, il y a André Paradis qui va diriger cette chorale-là pour sa 49e messe de minuit. 49 ans qu'il dirige la chorale dans sa paroisse. Et c'est une tradition familiale parce que sa grand-mère a été l'organiste à l'église pendant 51 ans. Il est tombé dedans quand il était petit. C'est le Obélix des chorales. Non, je ne fais pas du tout référence à son apparence physique, mais il est tombé dedans quand il était petit. Voilà, la météo maintenant pour la messe de minuit. Il n'y a pas de victoire chez le Canadien de Montréal. Mark Recchi a beau être de retour, ben non, il ne s'est pas inscrit sur la fiche de pointage. Le premier but revient à Benoît Brunet. Vous avez vu, il a lancé au filet. C'est ça le secret, c'est lancé au filet. Donc, Benoît Brunet, ben non, mais c'est vrai, essayer de faire des jeux fignolés un peu partout, des fois, ça ne compte pas, hein, on s'en aperçoit. Brunet a marqué son 10e. Patrick Poulin, lui, va marquer son 4e but. Vous allez le voir ici, il va dévier le tir de belle façon derrière le gardien de but, Ed Belfour. Les marqueurs pour Dallas, c'est Sergei Zubov et également Darryl Sedor pour le défenseur des Stars. Sedor, c'est son 9e de la campagne. Et le Canadien qui a manqué une très, très belle chance en fin de rencontre, c'est Shane Carson qui va manquer une chance tout à fait exceptionnelle de donner la victoire en prolongation au Canadien. D'ailleurs, vous allez le voir ici, déjouer le défenseur, se rendre devant Belfort, mais il est trop près, il ne peut marquer. Et vous allez vous apercevoir qu'Alain Vigneault manque un peu de paroles et d'explications. L'exemple, je pense que je vous avais donné l'année passée, c'est le gars de fer qui met ça dans l'allée avec sa drive dans le centre. Son deuxième coup était à 10 pieds de la pile, qui pote, il manque ça de 2 pouces. C'est ce qu'on fait constamment depuis X nombre de temps. Pourquoi? Si on aurait toute la réponse, comme je dis, prenez les clips l'autre fois, comme ça va faire. Oh, ça va bien, M. Vigneault? 2-2 hier, Canadien. Et Dallas, Pittsburgh, hier, a mangé toute une raclée. Ils ont perdu 7-1 devant les Maple Leafs de Toronto. Max Sundin s'est payé une petite soirée, hein, 2 buts hier, donc c'est 11e et 12e de la campagne. Pour Toronto également, Mike Johnson.